Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les grands principes de l'aide. 1. L'objectif, le développement partagé. Résumé. 4 approches relativement différentes du développement à l'échelle mondiale peuvent être envisagées. La première approche considère que l'ensemble des pays de la planète doit accéder de manière harmonieuse et équilibrée aux bénéfices du développement et donc au bien-être qu'il procure en retour. Le développement est donc l'affaire de tous. La lutte contre la pauvreté et le développement passe par le développement de l'activité chez les plus pauvres. La deuxième approche considère que le jeu de la concurrence mondialisée, la loi des marchés, les avantages comparatifs, oriente l'activité vers les zones les plus compétitives. Certains pays ayant des handicaps structurels permanents doivent bénéficier en retour d'une politique de redistribution sociale à l'échelle de la planète, sorte de régulation passive de la mondialisation. La troisième approche entrevoit un monde aux ressources qui s'épuisent et qui aura du mal à respirer. Le développement pour tous sur le modèle actuel riche en consommation de carbone n'est plus envisageable. L'aide qui réussit est finalement celle qui sait redistribuer le minimum vital au plus grand nombre, un filet de sécurité, et s'écarte parfois sans oser l'avouer du développement pour tous. La décroissance est également une voie possible, de même que le contrôle de la démographie. La quatrième approche entrevoit un monde aux ressources qui s'épuisent, mais qui oblige chacun développé, en développement et émergent, à construire de nouveaux modèles de développement rendant compatible le développement du Sud et le développement du Nord dans une perspective de croissance durable. On fait le pari que la croissance pour tous et le développement sont encore possibles. Pour cela, il convient de changer rapidement et drastiquement nos modes de vie. Avec les objectifs du millénaire centrés sur la lutte contre la pauvreté et donc sur la redistribution, les bailleurs de fonds adoptent largement la deuxième, voire la troisième approche du développement et font de la redistribution passive un des axes majeurs de leur politique de développement. Or, le développement pour tous devrait demeurer la règle afin de permettre à chacun de produire pour vivre, afin d'assurer localement et dignement sa subsistance par sa propre activité. Pour cela, il ne s'agit pas de s'écarter du modèle de l'économie de marché, mais tout simplement d'envisager une régulation active de la mondialisation qui permette aux plus pauvres de continuer à vivre de leur activité, à l'abri d'une concurrence trop rude qui les écarte de l'acte de production, qui les écarte d'un développement durable. 1.1. Le contexte, une interdépendance généralisée. Autrefois, les économies des pays développés comme des pays en développement étaient construites sur une base nationale où les producteurs locaux devaient produire pour les consommateurs locaux. Chaque État veillait jalousement à asseoir une certaine indépendance économique, même s'il ne pouvait pas prétendre à une efficacité maximale dans tous les secteurs d'activité. Or, depuis le célèbre économiste Ricardo, on sait que la loi des avantages comparatifs peut théoriquement permettre une plus grande efficacité des producteurs de la planète en spécialisant chacun d'eux dans son domaine d'excellence. Mais pour permettre à un tel système de fonctionner correctement, il convient que toutes les entraves aux échanges soient levées et qu'une concurrence pure et parfaite s'exerce partout sans intervention de l'État. La mondialisation de l'économie s'est construite sur cette base, et s'est singulièrement accélérée à partir des années 1980. La mobilité des marchandises en a été le premier signe. Depuis peu, elle entraîne également une mobilité rapide de l'activité, nouvelle localisation de la production de biens et de services, et bientôt peut-être une très forte mobilité des populations. Ces mobilités sont possibles grâce à la consommation d'une énergie tirée de ressources fossiles non renouvelables. Les différences de revenus, les inégalités, le dumping environnemental favorise cette multiplication de l'échange sur longue distance. Au sud, les bas salaires, les industries fortement polluantes, les ressources naturelles que l'on prélève. Au nord, les produits de haute technologie, l'économie du tertiaire du savoir et de la connaissance, les matières premières que l'on transforme. Quoi qu'on en dise, une certaine complémentarité existe entre ces différents acteurs même si ce modèle global n'est pas un gage de bien-être pour tous. L'efficacité économique est le principal moteur et justificatif de cette évolution.
Elle engendre cependant une relocalisation de plus en plus rapide de l'activité mondiale, qui procure à certains le bien-être mais apporte également à d'autres les inégalités. Le politique n'a plus qu'un rôle d'accompagnement et si possible de redistribution, pour construire à chacun un filet de sécurité sociale minimum. Toutes les économies nationales mises en concurrence deviennent interdépendantes. Il n'est plus possible de produire sans être compétitif sauf à trouver des moyens non tarifaires de se protéger, les normes, les niches technologiques, l'économie de proximité, la recherche-développement et la formation. À partir des années 1980 à 1990, un consensus existait sur les bienfaits d'une politique d'ouverture et de concurrence généralisée, notamment à l'Organisation mondiale du commerce, OMC. La perte d'indépendance était plus que compensée par le bien-être susceptible d'être apporté à tous, sous forme de développement. Mais aujourd'hui, les inégalités sont telles que ce modèle de développement ne fait plus l'unanimité. De plus, d'autres préoccupations émergent, de la notion de meilleure efficacité environnementale qui ne correspond pas toujours à l'efficacité économique telle que le marché la détermine à court terme, aux contraintes de limitation des ressources exploitables de la planète, sans oublier les problèmes de diversité culturelle et de sécurité. Dans ce cadre, les politiques d'aide publique au développement doivent choisir la manière dont elles se situent. Sont-elles des vecteurs de la diffusion de la mondialisation ? Sont-elles des instruments de régulation active de la mondialisation, donnant une seconde chance aux pays pauvres ? Sont-elles de simples mécanismes de redistribution à l'échelle de la planète, ayant progressivement abandonné toute ambition d'un développement pour tous ? Sont-elles en capacité de définir ou simplement d'accompagner un développement durable pour tous, sur des bases qui ne soient pas trop inégalitaires ? Autant de questions auxquelles il convient de répondre si l'on entend réellement promouvoir le développement de l'Afrique, et plus largement pour les pays les moins avancés. 1.2. 4 approches du développement: la croissance pour tous, la charité redistributive, le non-développement ou la décroissance, le développement durable. 4 approches relativement différentes du développement de notre monde qui mêlent pays développés, pays en développement et pays émergents sont envisageables parmi d'autres possibles. La croissance pour tous. La première approche considère que l'ensemble des pays de la planète doit accéder de manière harmonieuse et équilibrée au développement et donc, au bien-être qu'il procure en retour. C'est notre intérêt à tous sur le plan de la sécurité, de la diversité et même aujourd'hui peut-être sur le plan environnemental. Une activité de proximité bien répartie dans chaque pays, le développement local, est préférable à une délocalisation et parfois une concentration trop importante de l'activité en rupture avec les bassins de population traditionnellement plus stables et moins mobiles, en rupture avec les bassins de consommation, ce qui entraîne des coûts pour l'environnement. Pour préserver les cultures, pour préserver la diversité, pour préserver les équilibres entre bassins de production et bassins de population, pour préserver l'environnement par une production faiblement coûteuse en transport, on peut avoir tout intérêt à répartir le mieux possible l'activité sur l'ensemble de la planète. Dans ce cadre, chaque bassin de population doit avoir la possibilité de produire une part importante de ses besoins. Tout pays doit donc trouver son propre processus de développement, et l'aide publique au développement doit l'y aider. On peut alors parler de régulation active, de l'aide publique au développement avec un objectif de développement pour tous. La charité redistributive. Deuxième approche possible, la loi des avantages comparatifs doit jouer dans un monde complètement ouvert et impose en partie une répartition de la production des richesses dans les zones géographiques les plus efficaces. Bien entendu, quelques-uns au sud peuvent espérer se développer économiquement mais hélas beaucoup d'autres dans une économie ouverte ont à faire face à des handicaps structurels permanents quasiment insurmontables et jusqu'à présent insurmontés. Faute de pouvoir produire efficacement, une redistribution forte en leur faveur est alors nécessaire afin d'exprimer justement la solidarité internationale à l'égard des zones peuplées les moins favorisées. Solidarité par l'instauration d'un filet de sécurité. Dans ce cadre, on peut admettre que le secteur primaire, agricole, puisse majoritairement se localiser chez les plus compétitifs, groupes de Cairns dont le Brésil,
que la production du secteur secondaire se regroupe progressivement dans les pays émergents à bas coût de main-d'œuvre et que les pays développés conservent pour quelques années encore un certain leadership dans la production de biens et de services de haute technologie. L'aide publique au développement n'a plus pour objectif principal de développer l'activité dans chaque pays du Sud, mais plutôt se doit par solidarité, par équité, par justice redistributive de transférer une partie de la richesse produite vers les pays du Sud dont les handicaps sont trop lourds pour affronter la compétition internationale. Parmi les déterminants classiques de la compétitivité pays, seul le coût du travail peut être à l'avantage de certains pays en développement, les pays les moins avancés. L'ensemble des autres facteurs, coût du capital, productivité, qualité de l'administration, présence de fournisseurs à proximité, qualité des infrastructures, qualité du système éducatif, coût du transport, qualité de la production par rapport à la demande, taux de change, innovation, sont défavorables. Il est utopique de croire qu'une simple mise en concurrence assurerait une mise à niveau. Les uns dépendent de la générosité de quelques autres. Le non-développement de certains est assumé par la mise en place d'une politique de redistribution sociale à l'échelle de la planète, sorte de régulation passive de la mondialisation. Si cette solidarité n'est pas assez conséquente, il en résulte des phénomènes migratoires entre les zones à faible activité et les zones à forte activité. Le non-développement ou même la décroissance. La troisième approche est beaucoup plus sombre. Prenant froidement en compte le caractère limité des ressources de la planète et les pollutions qu'engendrerait une trop forte activité humaine, le développement pour tous n'est plus véritablement envisageable et envisagé. Le non-développement économique de certaines zones de la planète devient alors une possibilité pour les pays riches, de ne pas trop changer leurs habitudes, de continuer à capter l'essentiel des ressources, de se réserver le droit à polluer dans les limites du supportable. L'objectif premier devient la bonne répartition de l'activité humaine, dans un environnement fragile aux ressources finies. Le non-développement de certaines zones de la planète peut y aider. Ce scénario pose bien évidemment des problèmes d'éthique, de souveraineté, de démocratie qu'il convient de traiter. Il trouve des connexions imprévues avec les tenants les plus radicaux d'une durabilité forte, qui font de la conservation de la planète une priorité absolue, et n'hésite pas à recommander la création de vastes zones protégées où l'espèce humaine doit respecter le milieu. Pour ces derniers, le développement durable est une chimère. Il n'y a pas de possibilité harmonieuse de mêler développement de l'activité économique et protection de l'environnement, qui sont obligatoirement antinomiques. Ces adeptes de la durabilité forte vont encore plus loin en estimant que le contrôle de la démographie doit être réintégré au débat. Les humains doivent être en capacité de maîtriser leur population. Dans ce cadre, l'aide qui réussit chez les plus pauvres est finalement celle qui sait redistribuer le minimum vital au plus grand nombre, sans pour autant que l'ensemble de l'humanité ne s'engage sur une trajectoire de développement similaire à celle empruntée par le monde des riches. D'autres chercheurs vont encore plus loin en espérant la décroissance. Ils renouent en cela avec les thèses du Club de Rome de 1972, invitant le monde à ne plus sacrifier son avenir à la quête d'une croissance indéfinie qui nous mène à la ruine. D'autres encore remettent en cause la validité du concept même de développement, vaste supercherie visant à faire croire aux plus pauvres toujours plus pauvres qu'ils pourront demain devenir aussi riches que les plus riches. Cela fait plus de 60 ans que l'on annonce pour demain aux plus pauvres des jours meilleurs, et rien ne vient. Le développement durable. Enfin, la quatrième approche, celle du développement durable, peut être la plus réaliste et de plus en plus diffusée depuis le deuxième sommet de Rio en 1992, demeure encore largement à définir. Le concept de développement durable n'est certes pas une notion nouvelle. Déjà les forestiers des environs de Brunoy en région parisienne appliquaient ce précepte avant l'heure, en plein Moyen-Âge. L'ordonnance de Brunoy datée du 29 mai 1346 nous dit effectivement ceci. Les maîtres des eaux et forêts enquêront et visiteront toutes les forêts et bois et feront les ventes qui y sont, en regard de ce que lesdites forêts se puissent perpétuellement soutenir en bon état. Plus proche de nous, au début du XIXe siècle, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt,
s'alarmait en 1909 des dégâts causés par de développement industriel de l'économie américaine devenue la première puissance thermo-industrielle du monde, ce qui mettait en danger la forêt et la qualité des sols. L'idée que les ressources naturelles de notre planète ne sont pas inépuisables, et qu'il convient donc de gérer notre environnement sur le long terme était donc déjà présente. Mais c'est véritablement en 1989 avec la publication du rapport Brundtland qu'une définition plus précise en est donnée. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable ou soutenable est une sorte de pari sur l'avenir, basé sur notre capacité à inventer un nouveau modèle de développement qui associe croissance économique, respect de l'environnement et équité sociale aujourd'hui et pour les générations futures. C'est la conférence de Rio en 1992 que cette notion devient véritablement centrale pour la communauté internationale dans son ensemble, puisque non seulement 196 chefs d'État ou de gouvernement l'approuvent mais également les opinions publiques emmenées par les organisations non gouvernementales qui s'occupent d'écologie et qui sont directement associées au processus. La notion de développement durable lors de la conférence de Rio est issue d'un triple compromis. Compromis entre les intérêts des générations actuelles et celui des générations futures, dans le contexte d'une équité intergénérationnelle. Compromis entre le Nord et le Sud qui n'ont pas les mêmes attentes. Compromis enfin entre les besoins des êtres et la préservation des écosystèmes. À l'inverse des prédictions du Club de Rome en 1972 qui constataient une contradiction majeure entre croissance économique et respect de l'environnement, dans le cadre d'une expansion démographique mondiale très rapide, le développement durable milite pour la définition d'une trajectoire nouvelle qui permette la diffusion la plus large possible d'un bien-être pour tous, tout en protégeant l'environnement et plus précisément son potentiel pour les générations futures. Toutefois, l'équilibre à trouver entre ces trois piliers, l'économique, le social et l'environnement, est difficile à trouver et varie selon les auteurs. Les uns préconisent un changement de style de vie drastique, une limitation des transports, un passage à une économie du tertiaire propre et faiblement émettrice en CO2. D'autres sont plus accommodants et font confiance aux progrès techniques pour passer d'une économie riche en carbone à une économie propre. Cependant, ils sont tous d'accord pour dire que le marché est aujourd'hui incapable d'internaliser correctement les coûts environnementaux de nos modèles de production occidentaux, et qu'il convient que le politique redevienne rapidement maître du jeu afin d'y mettre bon ordre. Le développement durable, c'est avant tout un concept politique qui demande une prise de conscience politique, et que la communauté internationale s'entende collectivement sur des objectifs à atteindre comme ce fut le cas avec la ratification du protocole de Kyoto sur le changement climatique entré en vigueur en 2005. Les opinions publiques et leurs gouvernements entrevoient de plus en plus précisément un monde aux ressources qui s'épuise et qui aura du mal à respirer. Cette prise de conscience oblige le Nord, comme le Sud, comme les pays émergents, à changer simultanément leur modèle de développement pour intégrer au plus vite ces nouvelles exigences. Les préoccupations environnementales deviennent alors une contrainte incontournable pour tous. Le débat autour du réchauffement climatique et de ses conséquences pour l'homme et la planète est emblématique de cette prise de conscience. Mais la nécessaire biodiversité de nos écosystèmes si importante pour garantir notre pérennité sur Terre est également en jeu. Le 30 octobre 2006, Sir Nicholas Stern, professeur d'économie et ancien vice-président de la Banque mondiale, rendait public un volumineux rapport commandé par le gouvernement britannique et intitulé « L'économie du réchauffement climatique ». Très apprécié des décideurs, sa principale innovation consistait à tenter pour la première fois de chiffrer le coût économique du réchauffement climatique dans une perspective de long terme. Le coût de l'inaction était présenté comme extrêmement élevé et dévastateur, mettant ainsi en péril la croissance future, perte de 5 à 20% PIB mondial chaque année. Sa recommandation finale visait donc à agir sans tarder en dépensant 1% du PIB mondial chaque année d'ici 2050, afin de stabiliser le réchauffement climatique à un niveau acceptable. En d'autres termes, nous aurions les moyens de rendre compatibles la croissance économique et la stabilisation du climat. Une décarbonisation accélérée de l'activité mondiale,
entraînerait une baisse drastique de l'utilisation de l'énergie fossile responsable aux 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, CO2 principalement. Contrairement au passé, on serait en capacité de créer un découplage effectif entre croissance économique et réchauffement climatique. Par extension, le développement durable alliant croissance économique, équité sociale et respect de l'environnement ne serait guère une utopie, pas plus qu'une idéologie. Toute la démonstration s'appuie sur les résultats chiffrés d'approches économiques de type coût-bénéfice. Certes, on peut s'interroger sur la fiabilité d'un calcul économique qui se donne pour ambition de modéliser notre futur sur une période longue de plus de 200 ans. En effet, la difficulté consiste à traduire aujourd'hui en coûts économiques des effets par nature disparates qui se produiront majoritairement après 2050 en précisant qu'une action rapide peut changer la tendance, notamment en favorisant la mise à disposition rapide de technologies propres à bas coût dans les pays riches et dans les pays émergents mais qui n'existent pas encore. Sans remettre en cause la qualité scientifique de cette approche, son sérieux, sa contribution utile à une prise de conscience salutaire, on ne s'est toutefois peut-être pas assez penché sur ses implications politiques en matière de modèle de société. Nicholas Stern n'hésite pas à déclarer que le changement climatique présente un défi unique pour l'économie. Il constitue l'échec du marché le plus important et le plus étendu que l'on ait jamais connu. Dans le même temps, il réhabilite fortement le rôle de la puissance publique, État et ou gouvernance mondiale, plus que jamais nécessaire. On pourrait croire qu'il remet en cause l'économie de marché. Pourtant, il n'en est rien. Nicholas Stern cherche plutôt, dans une phase de transition, à faciliter la mise en place d'une économie mondialisée. Il souhaite même étendre l'action du marché au capital naturel, en donnant notamment un prix au carbone, en investissant dans la mise en œuvre de nouvelles technologies propres et compétitives, en nous éclairant sur le futur pour nous aider à changer nos habitudes, en octroyant de la valeur aux services environnementaux tirés de la nature et qui étaient jusqu'alors gratuits. Le rôle de l'État est certes singulièrement rehaussé non pas pour s'opposer au marché, mais plutôt pour pallier son incapacité à intégrer le long terme. Le laisser-faire et la main invisible sont donc provisoirement mis entre parenthèses. La puissance publique, nouvel acteur d'une économie politique régénérée, se mue en maître d'œuvre nécessaire d'une nouvelle économie mondialisée et décarbonisée. Elle joue ainsi le rôle particulier de poisson pilote d'un marché, devant être rapidement en capacité d'intégrer et de bien gérer la nature. La substitution entre capital naturel et autres formes de capital est possible, durabilité faible. Le déclassement accéléré de la vieille économie industrielle à bout de souffle, car trop fortement imbibée de pétrole et de charbon est provoqué. On adopte en quelque sorte les positions d'écologie politique de la droite républicaine de la côte ouest des États-Unis, plutôt que celle de la côte est. Nous sommes encore bien loin d'une révolution politique, d'un changement de société, mais le rôle indispensable de la puissance publique est réaffirmé. Toutefois, cette vision ne fait pas l'unanimité. D'autres scénarios existent. Une incompatibilité finalement effective entre croissance économique et stabilisation du climat faute de pouvoir imposer aux pays émergents un développement propre dont le modèle technologique demeure encore à construire. Une incompatibilité réelle entre croissance économique et préservation de l'environnement au sens large. Réchauffement climatique mais également perte de la biodiversité, épuisement de L', ensemble des ressources fossiles, épuisement des sols, aboutissant à souhaiter une pause, voire la décroissance. Une incompatibilité majeure entre croissance économique et préservation de l'environnement allant jusqu'à une régulation de la démographie mondiale, le non-développement ou la protection de zones géographiques à forte valeur écologique pour l'humanité. Les tenants de la conservation, de la durabilité forte, contestent les substitutions possibles entre capital naturel et autres formes de capital, contestent le caractère réversible de certaines tendances même en bénéficiant d'avancées technologiques, contestent enfin sur le plan philosophique le droit et la légitimité pour l'économie à s'arroger le monopole de la conduite de notre humanité. Ils militent pour un partage plus équitable de l'activité et des richesses, pour la reconnaissance effective de l'incapacité du marché à dessiner un avenir, pour un arrêt de la croissance, pour une protection des écosystèmes sièges de biodiversité et de services environnementaux.
Pour eux, le développement durable est bien le nouvel oxymore des temps modernes. La politique reprend ainsi ses droits pour organiser un véritable changement de la société. La fracture entre les uns et les autres est donc immense. Dans l'état actuel de nos connaissances, il est bien difficile de choisir son camp. Cependant, le temps de l'action politique semble aujourd'hui à nouveau ouvert, quelle que soit l'approche finalement retenue. D'une civilisation chaude et en mouvement, basée sur la croissance de l'activité et de la mobilité, on passe à un modèle de société froide où l'activité faiblement consommatrice de ressources et notamment de transport devient la règle afin de préserver le bien-être des générations futures. La durabilité du développement devient l'objectif premier, bien plus que la croissance de l'activité à n'importe quel prix. L'aide n'est plus exclusivement tournée vers l'activité additionnelle, mais plutôt vers une meilleure utilisation de la ressource de manière à rendre son accès durable. Certains, faute de croire aux vertus d'une science capable de surmonter les défis de l'environnement, vont même jusqu'à souhaiter une décroissance pour tous. Bien entendu, les pays développés comme les pays en développement combinent avec des pondérations diverses ces différentes visions du développement pour établir ou communiquer autour de leur stratégie. Toutefois, avec l'arrivée des objectifs du millénaire en 2000 centrés sur le social, avec la prise en compte des questions environnementales en haut de l'agenda international, l'équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales de l'aide publique au développement tend à se modifier au profit des deux dernières. Parfois même, ces objectifs deviennent antagonistes. La compétitivité économique de certains se construit alors sur la non-prise en compte d'une responsabilité sociale et environnementale qui devrait pourtant incomber à tous. 1.3. La voie choisie par les bailleurs de fonds, instrument de diffusion de la mondialisation et de redistribution passive. À l'origine, les bailleurs de fonds se sont toujours résolument situés dans une perspective de développement équilibré de l'ensemble de la planète, l'Afrique et les pays les moins avancés, PMA, étant considérés comme des ayants droit y compris sur le plan du développement économique. Chacun peut tirer son épingle du jeu et produire pour vivre. Mais cet objectif généreux est-il accessible dans le cadre d'une économie ouverte qui requiert que chacun ait la capacité, quels que soient ses handicaps, de construire ou de faire valoir ses propres avantages comparatifs? Les plus pauvres demeurent le plus souvent à l'écart de ce mouvement. Obligés de mettre en œuvre des modèles d'ouverture prônés par l'ensemble de la communauté internationale, ils sombrent pour certains dans l'inactivité, concurrencés qu'ils sont aujourd'hui, ce qui est nouveau par les pays émergents dans leurs activités intérieures. Par le passé, l'aide publique au développement a bien essayé de construire les avantages comparatifs de quelques pays pauvres d'Afrique. Le plus souvent, ces tentatives ont été sanctionnées par des échecs. Les pays pauvres ne s'intègrent au commerce mondial que lorsqu'il s'agit, au moindre coût, de capter les matières premières dont ils sont parfois dotés, uranium au Niger, bauxite en Guinée-Conakry, pétrole au Tchad et en Afrique de l'Est, ou de s'assurer à faible coût le bénéfice de certaines cultures de rente, coton, café, cacao. La deuxième approche du développement, celle qui prend acte de la distribution particulière de l'activité économique en fonction des avantages comparatifs de chacun, semble s'imposer de plus en plus. On lui adjoint une dose de plus en plus importante de développement durable, mais cette dernière préoccupation n'est pas majeure dans l'attitude des bailleurs de fonds. Les pays en développement sont faiblement pollueurs, faute d'un développement suffisant. Néanmoins, l'attention se focalise de plus en plus sur les pays émergents dont les pollutions deviennent un véritable enjeu. Les montants d'aide publique pour l'environnement, bien qu'en augmentation rapide, demeurent cependant relativement modestes. Ils sont mécaniquement attirés par les pays qui polluent le plus, là où ils sont les plus efficaces pour atténuer le réchauffement climatique. Ce faisant, l'aide consacrée à ce type d'action se déporte alors vers des zones en développement rapide qui n'en ont pas une nécessité absolue. Heureusement, la création récente de fonds d'adaptation au changement climatique pourrait rééquilibrer les financements au profit des plus pauvres. Ils ont pour mission d'aider les pays en développement à vivre avec les conséquences d'un réchauffement climatique qui se fait déjà sentir, et dont ils sont les premiers à souffrir. Si l'on considère donc que l'activité de la planète est plus efficacement localisée dans certaines zones, pays développés, zones émergentes à bas coût de main-d'œuvre,
Les populations qui ne sont pas situées dans ces zones d'efficience économique doivent alors bénéficier de la solidarité internationale, au nom de la charité, au nom de l'équité, au nom de la morale, au nom d'une justice redistributive, sous peine de les voir migrer en masse et de manière anarchique. Les objectifs du millénaire, OMD, tournés essentiellement vers des cibles sociales, sont compatibles avec cette optique. La croissance de l'aide budgétaire qui finance des dépenses de fonctionnement à caractère social l'illustre également. Quoi qu'on en dise, l'enjeu n'est plus tellement de développer certaines zones incapables de produire au meilleur coût mais plutôt de ne laisser personne sur le bord de la route, filet de sécurité, en organisant au besoin des transferts financiers stables à caractère permanent du nord vers le sud, si besoin au moyen de taxes à l'échelle de la planète. L'aide publique au développement est alors par défaut essentiellement redistributive, surtout dans les pays jugés peu efficaces ou dotés d'un faible potentiel économique. Les fondamentaux de l'efficacité économique imposent une certaine distribution géographique de l'activité. En retour, les pays ayant réussi économiquement, pays riches, pays émergents et quelques pays pauvres aux potentialités économiques réelles, se doivent d'organiser une solidarité sur le long terme qui s'appelle aide publique au développement. Le capital humain est maintenu à flot chez les plus pauvres, sans que l'on sache véritablement s'il engendrera un surplus d'activité économique, sur place ou à l'extérieur du pays d'origine. Cette deuxième voie souffre néanmoins de handicaps majeurs. Comment mobiliser l'opinion publique du Nord à apporter un concours financier sur le long terme, dans ce que l'on peut comparer à un puits sans fond? Comment mobiliser les efforts et la rigueur dans la gestion des pays pauvres du Sud, s'ils n'ont pas tous l'espoir un jour d'acquérir un certain bien-être économique? La faible activité dans de larges zones non développables est difficile à gérer sur le plan de la communication et ardue à concevoir sans que des phénomènes massifs de migration ne s'enclenchent. Il s'ensuit des problèmes de sécurité périlleux à contrôler, car une partie de l'humanité peut difficilement se résoudre à vivre des transferts financiers que lui consent une autre partie de l'humanité. Cette deuxième approche du développement n'est finalement pas si éloignée de la troisième vision. Le non-développement de certains, voire la décroissance, non avouable, car potentiellement trop conflictuelle. Les ressources de la planète étant limitées, le développement pour tous selon le mode des pays riches est utopique car irrespirable à terme. Le traitement par la solidarité d'une partie de l'humanité permet de lui rendre supportable sa très faible activité. Le monde en développement devient alors une vaste réserve de ressources, de diversité, de conservation de l'environnement qu'une activité humaine trop développée contribuerait à détruire. Au nord, on est même prêt à rémunérer la conservation des services environnementaux rendus à l'humanité en général, et au monde développé en particulier, par ces vastes zones potentiellement protégées de l'activité humaine. Jouer sur la variable démographique par une limitation de la population elle-même devient également une tentation très forte. Afin de sortir de cette impasse, les tenants du développement durable font le pari comme Nicolas Stem que d'autres modèles de développement sont à inventer rendant compatible une croissance durable au sud comme au nord. 1.4. Pour une nouvelle stratégie, la lutte contre la pauvreté par l'activité dans le cadre d'une concurrence responsable. L'enjeu pour les politiques de développement est donc d'essayer de démontrer que la vision optimiste du développement, le développement durable pour tous, peut encore s'imposer. Mais il faut pour cela trouver une forme rénovée d'intervention qui ait une chance de réussir. En effet, il ne sert à rien de continuer à faire comme s'il était possible de construire rapidement de réels avantages comparatifs de nature économique chez les plus pauvres leur permettant d'affronter sans régulation un monde de concurrence généralisée. La production de biens et de services doit certes demeurer sensible aux signaux du marché. Cependant, les pays qui ne sont pas pleinement efficaces économiquement doivent se voir reconnaître un droit à produire pour vivre, les avantages en termes de stabilité, en termes d'environnement et de culture étant bien supérieurs au seul handicap d'une rentabilité économique relative et non absolue. La voie préconisée est donc la suivante. L'économie de marché doit s'appliquer à tous mais dans un cadre régulé permettant à chaque pays pauvre de conserver, voire de développer sa propre activité. Il s'agit de justifier les bienfaits d'un développement local pour tous,
équilibré à l'échelle de la planète, régulé sur le plan économique, environnemental, social, culturel et même pourquoi pas démographique. En d'autres termes, réaffirmer que l'économie de marché est bien le meilleur système pour accroître l'efficacité économique d'un pays, mais qu'il faut néanmoins veiller à le placer dans un univers de compétition responsable, c'est-à-dire avec des écarts de compétitivité supportables, non susceptibles d'étouffer sa propre capacité à produire propre. Démontrer qu'il est préférable que l'activité économique soit possible selon une logique de marché régulée, au plus près de bassins maîtrisés de population, et notamment dans les PMA d'Afrique. Démontrer que la production agricole de petits paysans africains, écart de 1 à 1000 par rapport aux Brésiliens sur le plan de la productivité vivrière, respectueuse de l'environnement, même insuffisamment efficiente au regard des standards internationaux, est préférable sur le plan global, économique, social et environnemental, à une production équivalente de grands producteurs aptes à nourrir le monde, mais qui priverait ces mêmes petits producteurs africains de toute activité. Démontrer enfin que l'espace nécessaire de concurrence permettant une répartition harmonieuse de la production dans chaque pays doit être limité à ceux qui concourent dans la même catégorie, et non feindre que les moins compétitifs puissent à force d'ajustements et d'efforts répétés affronter les plus compétitifs auxquels ils sont confrontés directement. Pour cela, il convient de s'appuyer sur un développement de proximité dans un univers concurrentiel qui ne brise pas tout espoir d'activité pour les plus pauvres. Production vivrière, artisanat local, services publics locaux. Au besoin, il devrait être envisagé de protéger certains processus de développement d'une concurrence externe trop rude. Démontrer que les migrations subies ne peuvent résoudre de trop forts déséquilibres entre activités économiques et bassins d'emploi. Pour cela, de bonnes pratiques en matière de développement ne doivent pas s'interdire de jouer sur plusieurs registres différents. Régulation de la population par une maîtrise démographique, régulation de l'activité en fonction des bassins de population et dans des zones qui sont faiblement productives sur le plan économique, régulation de l'environnement par une gestion durable des ressources, régulation sociale par des politiques de redistribution des richesses, régulation de la concurrence en évitant que les plus compétitifs se mesurent directement aux moins compétitifs. En revanche, si les politiques de développement se situent dans une optique qui privilégie presque exclusivement la plus grande efficacité économique de court terme de quelques-uns tout en essayant de prendre en compte la composante environnementale, alors l'aide publique au développement aura essentiellement un caractère redistributif. Il faut alors envisager de se montrer généreux sur longue période, instaurant ainsi une sorte de sécurité sociale à l'échelle de la planète. Il faut également accepter que les populations qui n'ont pas la chance de se trouver dans les zones où l'efficacité économique et l'efficacité environnementale se conjuguent, puissent se déplacer et migrer vers les zones plus riches, placées au centre de notre village planétaire. Se situer dans le cadre de la troisième vision approche relève bien évidemment du non-dit qui peut tenter les cyniques, mais est peu admissible sur un plan moral. Sa variante présentable est la décroissance pour tous, et singulièrement pour les pays développés. Le gâteau n'étant extensible à l'infini, il convient de se résoudre à la partager le plus équitablement possible. La course aux matières premières et les préoccupations sécuritaires qui envahissent le champ de l'aide publique au développement sont des signes évidents des tensions qui sont déjà à l'œuvre. Sécurisation des approvisionnements, sécurisation des flux migratoires, ciblage de l'aide vers les États fragiles, source potentielle de déstabilisation possible. Pour tous, il s'agit donc de bien choisir sa voie et de tenter de répondre clairement à quelques questions simples. Est-il possible, souhaitable, de voir l'activité de la planète se distribuer géographiquement selon la seule prise en compte de critères d'efficacité économique de court terme, ou doit-on leur ajouter des considérations environnementales, culturelles, sociales ou même de sécurité ? Peut-on démontrer que le développement d'une activité de proximité, le développement local, même dans les pays les plus pauvres, est préférable à une polarisation de l'activité humaine dans les quelques zones de production les plus compétitives ? Doit-on abandonner pour l'aide au développement l'ambition du développement pour tous, au profit d'une séparation entre zones potentielles de production, incluant quelques PMA, et zones de solidarité et de redistribution comprenant la plupart des autres pays pauvres ?
L'aide publique au développement peut-elle se justifier dans les pays émergents par ses effets attendus en matière de meilleure prise en compte de l'environnement? Historiquement, la France soutenait plutôt une approche du développement économique pour tous, sans y intégrer les préoccupations environnementales, sans faire du développement local son principal point d'accroche. Depuis 1990 et le sommet de La Baule, la politique presque exclusive de dons à l'Afrique, la montée en puissance de ces flux en faveur d'affectation sociale, font qu'elle a progressivement basculé dans le deuxième groupe, comme la plupart des autres bailleurs de fonds, tout en continuant à tenir le discours plus consensuel et mobilisateur du premier. Aujourd'hui, il s'agit donc de savoir si la prise en compte de préoccupations environnementales, de préoccupations liées à la diversité culturelle, au nécessaire équilibre entre bassins de population et bassins d'activité peut remettre les politiques de développement en phase avec un développement durable pour tous, même chez ceux qui souffrent de handicaps structurels permanents? Ou encore, l'aide publique au développement, présentée comme instrument majeur de régulation de la mondialisation, conserve-t-elle la noble ambition d'asseoir un développement pour tous? Ou devient-elle plus certainement un simple mécanisme de redistribution, voire de gestion d'un environnement de plus en plus fragile? 2. Le champ d'application de l'aide. Instrument de régulation active en faveur des plus pauvres. Résumé. Le diagnostic. On peut distinguer 3 périodes pour l'aide publique au développement. Avant 1990, avec la proposition de 2 modèles politiques et économiques concurrents, libéral et administratif, dans une dynamique de montée en puissance des indépendances, de 1990 à nos jours, avec l'imposition d'un seul modèle politique et économique. Après 2007 et dans le futur avec pourquoi pas, à nouveau plusieurs modèles possibles intégrant de plus en plus la notion de développement durable. 2 faits majeurs changent le contexte de l'aide. La mondialisation, interdépendance et la montée en puissance des émergents, éclatement du clivage nord-sud, d'où une multiplication des trajectoires possibles. Les tensions. La diversité est souhaitée mais dans un monde d'interdépendance et de concurrence, qui pousse parfois à l'uniformité du modèle économique et social. La mobilité des marchandises est acceptée, la mobilité des moyens de production plus difficilement, la mobilité des personnes beaucoup moins. La coordination entre bailleurs sur la base du modèle de développement du Nord est pourtant devenue incompatible avec un développement durable pour tous, montée des antagonismes nord-sud de l'émergent. Le développement rapide de la moitié de l'humanité, les émergents, s'effectue selon des stratégies autres que celles prônées jusqu'ici par le Nord et hors du champ conceptuel actuel de l'aide publique au développement. Les grands choix politiques à réaliser. L'aide publique au développement devrait être un instrument de régulation active, voire de protection de la remondialisation pour les pays pauvres qui ne peuvent affronter la compétition internationale sans voir décliner leur activité intérieure. Les pays émergents doivent s'intégrer à la communauté des bailleurs, mais ne peuvent prétendre continuer à recevoir de l'aide publique au développement. En revanche, ils peuvent faire l'objet d'une coopération économique, sociale et environnementale avec d'autres crédits que ceux de l'aide. Au regard de la réussite des émergents, de l'échec du modèle libéral pour les pays les moins avancés, des contraintes liées au développement durable qui demandent l'intervention publique, chaque pays devrait pouvoir choisir sa voie entre économie de marque LTE accent aigu sur son marché domestique, rigueur budgétaire, finances publiques équilibrées et interventionnisme d'État vis-à-vis de l'extérieur, dans la gestion de certains services publics, pour inciter au développement durable. Les risques de l'évolution engagée. Une instrumentalisation de l'actuelle aide publique qu'au développement APD, par une multiplication de ses objectifs, 1. Sans rapport avec ses moyens, 2. En faveur du traitement de contraintes plus fortement ressenties au nord qu'au sud, migration, sécurité, protection environnementale des zones sensibles. 3. En s'écartant peu si peu d'une logique de développement pour tous. 2.1. Historique, de la confrontation Est-Ouest aux enjeux globaux. Avant 1990, la confrontation Est-Ouest sur fond de décolonisation. De 1945 à 1990,
l'aide publique au développement naissante s'établit dans un contexte de vague d'indépendance, décolonisation, de confrontation Est-Ouest proposant deux modèles de développement alternatifs afin de résoudre à brève échéance le sous-développement. Les pays en développement sont courtisés. Il en découle une aide sans conditionnalité forte, pas de conditions particulières dans le décaissement des fonds car pas d'ingérence dans la construction de souveraineté naissante, ayant des objectifs de développement pour tous. Le nombre de bailleurs de fonds est limité, l'influence du système multilatéral est encore relativement réduite. La division nord-sud est très marquée. Les résultats enregistrés durant cette période ne sont guère fameux. L'aide est critiquée pour son inefficacité et ses détournements. De 1990 à 2007, la primauté du modèle unique dans un univers de plus en plus global. À partir de 1990, avec l'effondrement du bloc soviétique, on assiste à la victoire du modèle de développement d'inspiration classique ou néoclassique déjà appliqué par les pays occidentaux développés. L'aide n'a plus de visée géostratégique directe, mais demeure néanmoins très politique. Elle accompagne et amplifie par ses recommandations d'ouverture la montée de la globalisation qui, à l'inverse du processus de décolonisation pour les indépendances, restaure la dépendance économique, voire politique dans l'espoir proclamé d'un bien-être partagé, interdépendance assumée entre pays, 16, effacement de l'interventionnisme économique, accroissement simultané du rôle des acteurs non souverains de l'aide, renforcement accepté de la mobilité des moyens de production. Ce modèle unique et l'instrument d'aide qui va avec sont sous contrôle des grandes institutions internationales. OMC avec le cycle Doha pour le développement qui prône l'ouverture sur le plan externe, Banque mondiale et FMI sur le plan des réformes macroéconomiques sur le plan interne, OCDE en matière de bonnes pratiques de l'aide. Tous les bailleurs de fonds s'alignent progressivement sur ce cadre, consensus de Washington. À partir de 1993, la France lie son intervention sous forme budgétaire à un accord préalable avec le FMI. Les pays en développement assistent à une multiplication des conditionnalités sous l'angle de l'ajustement structurel. Ils ne sont plus courtisés mais contraints. La communauté internationale leur propose un cheminement uniforme, jugé le plus efficace. Toutefois, l'application sur le terrain de ce modèle ne s'accompagne pas des résultats escomptés. Certains pays, les PMA d'Afrique en particulier, ne décollent pas et leurs États en ressortent fragilisés. De plus, l'apparition des pays émergents qui ont suivi d'autres voies fragilise les fondements du modèle unique et rend moins pertinente la division nord-sud. La relance de l'instrument d'aide publique au développement, en crise à la fin des années 1990, s'effectue néanmoins grâce à l'adoption en 2000 par la communauté internationale des objectifs du millénaire qui sont presque exclusivement centrés vers la lutte contre la pauvreté. Cette période s'accompagne d'une multiplication des acteurs, bilatéraux, multilatéraux, européens, d'une multiplication des objectifs poursuivis par l'aide, lutte contre la pauvreté, croissance, biens publics mondiaux, développement durable, sécurité, migration, et d'une perte progressive de prestige et dans une certaine mesure d'influence des institutions multilatérales. Sur le plan des volumes, l'aide des pays du Comité d'aide au développement CAD de l'OCDE est estimée à 103,9 milliards de dollars en 2006, 0,33% du RNB, contre 106,8 milliards de dollars en 2005, soit une baisse de 5,1%. Il s'agit de la première baisse depuis 1997. Cette évolution laisse mal augurer de l'atteinte de l'objectif du G8 tenu dans la ville de Gleneagles, à savoir doubler l'aide à l'Afrique en 2010 et atteindre en 2015 un niveau d'effort égal à 0,7% du RNB. Le G8 d'Heiligendamm, Allemagne, a bien confirmé ses objectifs mais nous sommes bien obligés de constater que l'aide à l'Afrique stagne entre 2005 et 2006 autour de 35 MDS de dollars, que tout accroissement de l'aide globale demandera des efforts budgétaires importants puisque les annulations de dettes vont tendre à décroître, que même l'OCDE prévoit à demi-mot un possible cycle de baisse. Demain, l'arrivée des pays émergents, des enjeux globaux, des ressources rares. Les effets de la mondialisation, ouverture et concurrence généralisée, et la montée en puissance des pays émergents sur la scène internationale constituent peut-être les deux phénomènes majeurs des décennies futures. Sur le plan politique,
La diffusion de la mondialisation pose le problème de l'interdépendance, des frontières, espace souvent nécessaire à l'exercice de la démocratie et de la constitution d'une gouvernance mondiale, qui demeure encore à inventer. Plusieurs questions concernent également les pays émergents. Leur développement, dont on ne peut dans un premier temps que se réjouir, ne remet-il pas en cause à terme le modèle de développement adopté par les pays développés, notamment sur le plan environnemental ? Leur politique de bailleurs de fonds, notamment en Afrique, basée sur la non-ingérence et la captation des ressources, est-elle compatible avec la politique de conditionnalité forte des bailleurs de fonds traditionnels ou même les bonnes pratiques édictées par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE ? Leurs propres modèles de développement ne font-ils pas éclater le modèle unique, quasiment présenté comme généralisable à tous, et douter de son instrument dédié, l'aide publique au développement, qui ne peut guère se présenter comme le facteur réellement explicatif de leur décollage ? Enfin, spécialisés dans la production de masse et à bas coût de biens de consommation courante, les pays émergents ne remettent-ils pas en cause l'activité économique de base des pays les plus pauvres, concurrencés sur leur propre marché ? En effet, certains pays émergents, Chine en particulier, ne respectent pas les bonnes pratiques de l'aide, ne respectent pas les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale, font de la non-ingérence un atout politique dans leur rapport avec le Sud et une contrepartie efficace à la captation de ressources rares, mais ont par ailleurs montré que d'autres parcours de développement étaient possibles. Dans ce contexte, les pays en développement sont à nouveau courtisés. Compétition entre pays émergents et bailleurs traditionnels dans les modalités de l'aide, compétition entre pays émergents et bailleurs traditionnels dans l'accès aux ressources naturelles, plus largement compétition entre les modèles proposés et les valeurs qui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.